Cette chaîne existe grâce à votre soutien sur Utip et vos partages sur les réseaux sociaux. Tous les liens utiles sont dans la description, je compte sur vous. Salut à vous pauvres mortels et bienvenue sur Comics Rise, la chaîne qui lit à travers les pages de vos comics. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler de l'un des comics les plus sales et les plus bizarres qui existent. Vous n'êtes pas prêts du tout, croyez-moi. Alors pour commencer, un certain d'entre vous connaissent peut-être déjà cette histoire, et loin de moi l'idée d'être original en vous en parlant. Mais comme à mon habitude, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Bref, aujourd'hui, on va parler de la fois où Miss Marvel a été violée par son propre fils. Tout ça se passe en 1980 dans la série Avengers publiée par Marvel Comics. Et pour mieux comprendre ce que je vais vous raconter, il est important de replacer ces épisodes dans leur contexte de parution. A l'époque, c'est Jim Shooter qui est l'éditeur en chef et responsable des publications chez Marvel, tandis que la série Avengers est pilotée par David Michelinie au scénario et George Pérez au dessin. Au début des années 80, les Avengers, c'est une série assez secondaire chez Marvel, bien loin derrière Spider-Man ou les X-Men. Les méga crossovers qui verront le jour quelques années plus tard avec Secret Wars ou le Gant de l'Infini ne sont pas encore à la mode, et nous sommes dans une période charnière où les bandes dessinées de super-héros s'adressent encore à un public jeune, voire très jeune. À l'approche de la parution du 200e numéro de la série débutée en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby, l'équipe créative décide de mettre en place une saga qui connaîtra son dénouement dans cet épisode anniversaire. En près de 200 numéros, l'équipe des plus puissants héros de la Terre a pas mal évolué et a affronté un paquet de vilains différents, mais elle n'est clairement pas prête pour ce qui va se passer à partir du numéro 197. Les Vengeurs vont devoir faire face à Red Ronin, un gigantesque robot samouraï construit à l'origine pour combattre Godzilla dans la série éponyme publiée par Marvel. Car oui, Marvel a publié un comic book consacré à Godzilla, et ce dernier a même rencontré les Avengers. Mais c'est une autre histoire. Ce fameux Red Ronin semble fortement inspiré de la licence Shogun Warrior, qui regroupe des robots japonais tels que Mazinger Z ou Goldorak, et qui aura également droit à sa série chez Marvel. Après être tombé dans de mauvaises mains, le robot géant va semer la terreur, Captain America, Iron Man et leurs amis vont donc devoir unir leurs forces pour le mettre hors d'état de nuire. En fait, toutes ces histoires de robots géants, on s'en fout, c'est pas du tout ce qui nous intéresse dans ce numéro. En effet, au détour d'une page, et sans vraiment qu'il y ait une raison précise, le lecteur tombe sur un échange entre la sorcière rouge et Miss Marvel, durant lequel les deux héroïnes parlent d'avoir des enfants. La sorcière rouge vivant très mal le fait de ne pas pouvoir être maman, puisqu'elle est mariée avec Vision, qui est un robot. Oui, non mais je sais pas si vous avez déjà essayé d'avoir un gosse avec votre grippin, mais c'est super compliqué. Mais soudain, à la fin de cette conversation, Miss Marvel se sent mal et s'évanouit, ce qui nous amène directement à la fin de l'épisode où l'on apprend qu'elle est enceinte de 3 mois. Ah! D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je vous parle de Miss Marvel, et il s'agit bien de Carol Danvers, celle qui deviendra plus tard Captain Marvel, mais on va reparler plus en détail du personnage tout à l'heure. Le numéro 198 voit se poursuivre l'affrontement entre les Avengers et Red Ronin, tandis qu'une fois encore, une conversation entre la sorcière rouge et Miss Marvel nous apprend que cette dernière n'a aucune raison d'être enceinte, et que cette annonce est un véritable choc pour elle. Dans le numéro 199, les Avengers viennent enfin à bout de Red Ronin, et une sacrée surprise les attend à leur retour. En effet, Carol Danvers connaît une grossesse pour le moins rapide, puisque seulement 48 heures après son annonce, elle est déjà sur le point d'accoucher. Et tout le monde prend ça plutôt bien, tranquille. Le docteur Donald Blake, alter ego humain de Thor, décide de l'examiner, et il comprend vite que tout ça est anormal, se demandant même si un humain pourra gérer la situation. Pour résumer, en 2 numéros, on a seulement 4 pages de mise en place pour un accouchement express sorti de nulle part. C'est déjà un peu chelou, mais vous allez voir que c'est de la rigolade à côté de ce que nous réserve le numéro 200. Cet épisode anniversaire s'ouvre donc sur l'accouchement étrangement paisible de Miss Marvel, qui donne naissance à un garçon sous le regard émerveillé de ses coéquipiers qui trouvent tout ça super. Et à partir de là, ça part clairement en couille. Non, franchement, je comprends qu'en tant que membre des Avengers, les héros soient habitués à assister à des phénomènes étranges, mais là, à part Captain America, tout le monde a l'air de trouver ça super cool, sans vraiment se soucier de Miss Marvel, dont ils ignoraient encore l'identité secrète il y a quelques heures. D'ailleurs, quand la guêpe vient féliciter Carol, celle-ci lui fait remarquer qu'il ne s'agit en rien d'un heureux événement, puisqu'elle ignore l'identité du père de l'enfant qu'il a visiblement utilisé à son insu. Le nouveau-né, soumis à une batterie d'examens, connaît une croissance exponentielle. Atteignant en 1 heure à peine la taille d'un enfant de 2 ans, il se met bientôt à parler. Miss Marvel, elle, est profondément traumatisée, et elle refuse de considérer cet enfant comme son fils. S'ensuit alors une conversation un peu surréaliste entre Captain America et l'enfant, qui continue d'évoluer à vue d'œil. Il dit se prénommer Marcus et révèle que son père n'est autre que lui-même. Ok...
Tandis que l'enfant continue de grandir à vitesse grand V, arborant bientôt le physique d'un adolescent et un intellect digne d'Albert Einstein, plusieurs appels de détresse parviennent au manoir des Vengeurs. De nombreux citoyens signalent des phénomènes étranges autour d'eux, allant d'un dinosaure dans leur jardin à un braquage orchestré par Butch Cassidy et le Kid. Des paradoxes temporels qui n'annoncent rien de bon pour la suite. Résigné, Carol Danvers décide quand même d'aller voir son fils, qui entre-temps a atteint l'âge adulte, mais se balade toujours en couche. Des retrouvailles interrompues par l'attaque coordonnée sur le QG des Vengeurs d'un dinosaure, d'un chevalier en armure, d'un groupe d'indiens d'Amérique et de vaisseaux spatiaux sortis de nulle part. On comprend bien évidemment qu'il y a un lien entre la présence de Marcus et ces étranges phénomènes, celui-ci tenant absolument à terminer la construction d'un mystérieux appareil. La destruction de cette machine va provoquer la colère de Marcus, qui menace bientôt d'éliminer les Avengers. Mais Miss Marvel s'interpose et le somme de dire la vérité. Parce que c'est pas fini, et je vous assure qu'en 3 pages, on va atteindre les sommets du n'importe quoi. Accrochez-vous à vos slips. On apprend alors que Marcus est le fils d'Immortus, maître du temps et seigneur du royaume des limbes. Souffrant de solitude, Immortus a décidé d'aller chercher une compagne sur Terre. Sauvant une jeune femme d'une mort inévitable après le naufrage de son bateau, il la ramène avec lui dans les limbes, et ils finissent par avoir un enfant, Marcus. Seulement, les mortels ne peuvent éternellement séjourner dans les limbes. La mère de Marcus a donc dû retourner sur Terre, laissant Immortus et son fils à leur triste sort. Lorsqu'Immortus a disparu, Marcus s'est à son tour retrouvé seul dans les limbes, et a mis au point un stratagème afin de s'en échapper sans rompre le flux temporel. Il se met alors en quête d'une femme qui lui permettra de renaître sur Terre, une femme qu'il trouve en la personne de Carol Danvers. Il enlève cette dernière, la fait venir dans les limbes, parvient à la séduire par différents stratagèmes, puis implante son essence en elle, avant de la renvoyer au moment exact où elle avait été enlevée, en effaçant ses souvenirs. Bon alors en gros pour résumer, il la kidnappe, il la viole et il fait comme si de rien n'était. Marcus parvient donc à renaître dans notre monde, tout en sachant que son vieillissement accéléré va provoquer une distorsion temporelle que seule sa machine pourra empêcher. Cette machine ayant été détruite, Marcus est condamné à retourner dans les limbes, pour éviter que le monde ne soit détruit à son tour. Et alors qu'il se pense de nouveau condamné à une solitude éternelle, Miss Marvel lui rétorque qu'il ne sera pas seul, puisqu'elle a décidé de venir avec lui. En effet, elle réalise que les sentiments qu'elle a éprouvés pour lui se sont réveillés à son contact, et qu'il est également comme son fils, donc elle ne peut pas l'abandonner. Thor fait tournoyer son marteau et renvoie ce couple pour le moins atypique dans les limbes, réglant par la même occasion les soucis de failles temporelles. Fin. Qui m'a chié cette merde? Y a rien à sauver dans cette putain d'histoire, mais genre, rien du tout. En tant que lecteur ou spectateur d'une œuvre de fiction, nous sommes tous confrontés à un phénomène appelé suspension consentie de l'incrédulité. Comprenez par là que nous acceptons que les événements et les personnages présentés dans cette fiction ne soient pas en accord avec notre perception de la réalité. Pour prendre un exemple plus concret, nous savons qu'un être humain ne peut pas voler par lui-même ou tirer des rayons laser avec ses yeux. Mais lorsque nous lisons des comics, nous l'acceptons, car ces faits sont possibles dans l'univers qui nous est présenté, sans que cela soit d'ailleurs forcément justifié. Pourtant, ce phénomène implique également que l'univers de fiction présenté garde une certaine cohérence au fil du récit. Par exemple, si l'on vous dit qu'un personnage possède une force herculéenne mais qu'il est incapable de voler, il n'est pas censé se mettre à voler d'un seul coup et sans aucune explication. Évidemment, il existe des exceptions, notamment dans les récits humoristiques ou parodiques, mais je voulais éclaircir ce concept avant de vous parler plus en détail de la conclusion de cette histoire. Très clairement, tout ce qui est raconté dans ces 3 pages est totalement incohérent. C'est pas difficile, on dirait le scénario de Avengers Endgame. Premièrement, Marcus nous explique que sa mère n'a pas pu rester dans les limbes car elle était humaine. Or, en renaissant sur Terre, n'est-il pas lui-même devenu humain? Et qu'en est-il de Carol? Bien qu'investie d'un pouvoir d'origine Kree, elle n'en reste pas moins une humaine. On est donc en mesure de penser que leur retour dans les limbes à la fin de l'épisode est un peu trop simple, surtout quand on voit le stratagème mis en place par Marcus pour s'en échapper. Visiblement, Thor n'a aucun mal à les renvoyer là-bas, et Marcus n'a pas non plus eu de difficulté à enlever Miss Marvel, puis à la renvoyer à l'instant exact de sa disparition pour que cela passe inaperçu. Je veux dire, si c'est si simple de voyager entre la Terre et les limbes, pourquoi avoir un plan aussi creepy que de mettre enceinte sa propre mère à son insu? C'est carrément dégueulasse. Marcus dit qu'il fait ça pour éviter les paradoxes temporels, mais il dit aussi qu'il était au courant que sa croissance accélérée allait quand même provoquer de telles distorsions, et donc qu'il devait fabriquer une machine pour y mettre un terme. Une fabrication d'autant plus complexe qu'il devait la réaliser au plus vite, avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Moralité, se téléporter directement sur Terre sans passer par tout ce processus malaisant aurait été bien plus simple et avec des conséquences similaires. Mais à vrai dire, toutes ces incohérences scénaristiques sont presque acceptables face à l'utilisation de Miss Marvel par les scénaristes dans cette histoire.
Et pour mieux comprendre, il faut revenir au premier pas de Carol Danvers dans la série Captain Marvel à la fin des années 60. Dès sa première apparition en 1968, Carol Danvers crée un fort contraste entre elle et les habituels personnages secondaires féminins des histoires de super-héros. Dans un contexte où le Comics Code Authority décourage encore les auteurs qui voudraient représenter des héroïnes fortes, y préférant les demoiselles en détresse, Roy Thomas et Gene Colan vont donner à Carol Danvers une solide personnalité et la faire évoluer comme un modèle d'indépendance et d'affirmation dans un univers militaire et scientifique dominé par les hommes. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez lire ça dans la première intégrale consacrée à Captain Marvel chez Panini Comics, de la science-fiction qui fleure bon la guerre froide. Mais la caractérisation du personnage ne s'arrête pas là. Dans les années 70, la bande dessinée américaine va se pencher sur les faits de société, parfois au travers de métaphores plus ou moins évidentes, placées ça et là dans les aventures de nos super-héros préférés. À l'heure où une partie de la population, considérée comme des minorités, telles que les femmes ou les Afro-Américains, manifestent pour plus de droits et de reconnaissance, les scénaristes de bande dessinée, ayant toujours la volonté de coller le plus possible à la réalité du monde qui les entoure, vont incorporer ces thématiques à leurs histoires. C'est notamment comme cela que Marvel Comics va mettre en avant des personnages tels que Luke Cage ou celle qui nous intéresse aujourd'hui, Miss Marvel. En effet, c'est en 1977 que sort le premier numéro de la série mettant en scène Carol Danvers dans son rôle de super-héroïne. Exposée à l'ADN cri du Captain Marvel original, elle va bientôt se découvrir des super pouvoirs. Menant à la fois une vie de rédactrice en chef luttant pour le droit des femmes dans le civil et une vie de justicière, Danvers est un modèle de progressisme à l'heure où trop peu de super-héroïnes parviennent à décrocher leur série éponyme. D'abord scénarisée par Jerry Conway, puis par Chris Claremont, la série Miss Marvel s'arrête avec son 23e numéro, faute d'avoir réellement trouvé le succès. Un arrêt qui a lieu seulement quelques mois avant son viol dans la série Avengers. Choisir un personnage qui joue le rôle de porte-étendard de la cause féminine et en faire la victime d'un viol est déjà un parti pris très risqué, mais quand en plus c'est écrit avec le cul, ça devient carrément suicidaire. D'ailleurs, n'allez pas croire que les faits sont passés inaperçus à l'époque, le viol de Miss Marvel donna naissance à une polémique, et ça bien longtemps avant l'invention de Twitter. Ainsi, le scénariste David Michelinie sera évincé de la série Avengers, tandis que Chris Claremont sera chargé de mettre ce triste événement au placard grâce à une pirouette scénaristique. Carol Danvers se verra donc destituée de ses pouvoirs lors d'un affrontement avec Malicia, qui la laissera également en partie amnésique, effaçant tout souvenir de son agression. Puis elle sera capturée par une race extraterrestre nommée les Broods, qui fera d'elle la super-héroïne binaire, mais ceci est une autre histoire. Une autre histoire qui permit de mettre Miss Marvel de côté pour quelque temps, afin de faire oublier la polémique. Paradoxe tristement réaliste, c'est à la victime de se mettre en retrait pour corriger le mauvais goût de l'équipe artistique. Et attention, malgré tout, je pense que le viol peut être utilisé comme élément scénaristique. Cela a même donné naissance au genre du rape and revenge que l'on associe généralement au cinéma d'horreur ou au thriller, et dans lequel le viol est l'élément déclencheur de l'intrigue. Mais soyons clairs, ce n'est pas parce qu'une fiction montre un viol qu'elle en fait la promotion ou qu'elle le banalise, loin de là. D'ailleurs, il en va de même pour le meurtre ou n'importe quel acte contraire à la loi et à la morale, à condition évidemment que cet événement soit clairement présenté comme un crime et bien utilisé par les scénaristes. Ce qui n'est absolument pas le cas ici. Premièrement parce que Miss Marvel voit son comportement évoluer de façon totalement illogique au cours de ses épisodes. Passant d'un dégoût et d'une haine tout à fait compréhensible à une attirance à la fois maternelle et amoureuse, voire sexuelle envers Marcus, ce qui est particulièrement malsain, mais qui n'a l'air de gêner ni les personnages, ni les auteurs. Et deuxièmement parce qu'ici le viol ne sert absolument pas le récit, il en est même un élément secondaire tout à fait dispensable et remplaçable, qui n'a aucune incidence sur la suite des événements et qui ne semble même pas choquer les autres membres des Avengers. Mais alors, pourquoi faire ça à Miss Marvel ? Cette utilisation complètement anarchique et irrespectueuse des personnages féminins connaît un essor tout particulier dans les années 70 et 80, devenant un moyen récurrent de relancer les intrigues. Théorisée par l'autrice Gail Simon sous le nom de Woman in Refrigerators, en référence à la petite amie du Green Lantern Kyle Rayner retrouvée morte dans son frigo, elle regroupe une liste de faits pour le moins impressionnants. On pourra notamment citer le célèbre passage de Killing Joke, suggérant le viol de Barbara Gordon, qui, gravement blessée à la suite de son agression, restera paraplégique. Mais j'aurais aussi pu vous parler du viol de Mockingbird dans la série West Coast Avengers. Cette dernière, agressée par le Phantom Rider, va prendre sa revanche en le jetant du haut d'une falaise. Jusque là, c'est un peu plus logique, mais ce qui l'est beaucoup moins, c'est la réaction du mari de Mockingbird, Hawkeye. En apprenant la nouvelle, il accable sa compagne et demande même le divorce, ne comprenant pas qu'elle ait pu tuer son agresseur. Certains me diront sûrement que faire justice soi-même n'est pas une bonne chose, mais je vous rappelle quand même que nous sommes dans un comics de super-héros, et donc que les personnages passent leur temps à ne faire que ça. Et puis c'est toujours plus logique de tuer son violeur que de partir avec lui pour vivre une romance incestueuse dans une autre dimension, excusez-moi.
Aujourd'hui encore, l'histoire du viol de Miss Marvel dans ce 200e numéro de Avengers reste un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire en matière de fiction, tout support confondu. Et il y a fort à parier que s'il n'était pas d'aussi mauvais goût, il serait tombé dans l'oubli depuis longtemps. D'ailleurs, je comprendrais très bien que certains n'apprécient pas cette vidéo, mais si j'ai décidé d'aborder ce sujet, c'est aussi pour vous rappeler que parfois, malgré tout l'amour qu'on a pour eux, les comics, bah c'est de la merde. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. On continue à parler de comics sur les réseaux sociaux, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.